La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Marion Tilou a toujours aimé le sucré. Alors un jour, elle a décidé d'abandonner sa carrière dans un groupe pétrolier pour créer Honorez vos guides. Le concept, des parcours de dégustation, in real life ou sur son application, pour arpenter nos villes préférées au prisme des desserts de leurs pâtissiers et pâtissières. Et parce qu'avec Marion, on ne déguste pas un dessert n'importe comment, elle a créé la pâtissologie, dont elle explique tous les ressorts dans son livre « Comment j'ai dégusté mon gâteau ». La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, tous nos sens sont en éveil quand on déguste un nouveau dessert. Observer la gourmandise d'une tartelette derrière la vitrine, sentir l'odeur des bons fruits frais qui la composent, écouter le craquant qui s'en dégage quand on la découpe, toucher sa pâte bien cuite et mettre enfin nos papilles en éveil. Mais évidemment, tout cela n'est pas toujours si naturel. Alors Marion nous explique toutes ces techniques pour bien apprécier les desserts à leur juste valeur. Au menu de cet épisode, le parcours de Marion et pourquoi elle a finalement décidé de se diriger vers la pâtisserie, les prémices d'Honorez vos guides, le processus d'écriture de son livre et enfin sa technique pour bien déguster son dessert. Bonne écoute! Bonjour Marion. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Ravie de te revoir à Paris. Et bien moi aussi, ça me fait très plaisir de discuter avec toi, surtout d'un sujet très intéressant quand on aime la pâtisserie, comment déguster son gâteau. Pour commencer, je voulais revenir sur ton parcours, mais vraiment ton parcours au prisme des saveurs. Donc déjà, ma première question, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite ? Alors, il y a en fait 2 desserts. Il y en a un dont je parle souvent, c'est la tarte aux mirabelles de ma grand-mère, parce que je suis lorraine. Donc les mirabelles, ça a une grande importance. Ça me rappelle beaucoup de choses dès que je mange des mirabelles en général, et encore plus quand je mange une tarte aux mirabelles. Et c'est à tel point que quand je suis arrivée en région parisienne, on est arrivé dans notre maison, et ben on a planté un mirabellier avec mon mari. Donc en région parisienne, il y a des mirabelles de Nancy qui poussent. Et ouais, ça c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et après, je repense aussi à quelque chose que je mangeais souvent quand j'étais petite. C'est un peu... ça revient chez pas mal de gens, je pense, mais c'est le flan, mais pas le flan pâtissier. En fait, les flans d'une marque qui commence par Al et qui finit par za. et voilà, qu'on faisait dans des ramequins. Et voilà, tout ça, c'est ma grand-mère paternelle qui les faisait, qui était plutôt une bonne cuisinière du salé, pas incroyable sur le sucré, mais qui faisait des desserts ménagers, en fait. Oui. Et voilà, donc c'est vraiment ces 2 choses-là, quoi. Les desserts à manger en famille, quoi. Oui, exactement. Et les goûters, en fait, ça a toujours été très important pour moi, le goûter. Ah ouais ? Quelque chose que j'attendais vraiment avec impatience chaque jour, en fait. C'était quoi ton goûter fétiche ? Bah, du coup, c'était ce fameux flan que ma grand-mère faisait parce que j'ai passé pas mal d'années de mon enfance à habiter chez mes grands-parents. Et du coup, elle faisait ce flan. Et après, il y avait toutes sortes des biscuits industriels. Hein, mais en fait... je vais pas citer une marque, mais c'est 2 lettres. J'en ai beaucoup mangé quand j'étais petite et j'aimais beaucoup ça. Et c'est peut-être de là que vient ma préférence pour tout ce qui va être biscuits et pâtes, plus que mousse, en fait. Donc ça, j'aime beaucoup. Ma grand-mère faisait aussi des madeleines avec la petite bosse et tout. Donc ouais, le goûter, c'est ça qu'on mangeait. Et avec du lait et du Nesquik. Enfin, le tradi, quoi, j'ai rien inventé. L'autre grand-mère faisait pain et barre de chocolat. Et ça, c'était pas mal aussi, en fait. Donc de la simplicité, quand même. C'était pas... Ouais, mais quand même,
pas mal de faits maison aussi, tu vois. Enfin, Oui, tu oui. parles de madeleine, tu vois, il y a quand même Oui, c'est quand même beaucoup de petits gâteaux différents, quoi. une génération de grand-mères qui faisaient quand même pas mal de choses elles-mêmes, sans être des cordons bleus, hein, mais qui faisaient pas mal de choses et qui avaient ce réflexe-là plutôt que d'acheter des trucs tout faits, hormis ces fameux biscuits en 2 lettres. Hein. Mais Voilà. du coup, toi, t'as toujours aimé le sucré. Oui, j'ai toujours aimé manger des choses sucrées. J'ai toujours choisi plat-dessert plutôt qu'entrée-plat. Et je pourrais faire dessert. En fait, j'ai déjà fait d'ailleurs dans un restaurant à Paris qui proposait ce genre de menu. Et oui, et c'est toujours le cas. Maintenant, je fais plus attention à mes choix. Et c'est très important dans un restaurant, même de grand standing. Si le dessert est raté pour moi, le repas est vraiment raté en fait. Le reste ne rattrape pas. C'est vraiment pour moi, c'est la note de fin. Et parfois, j'ai été déçue, même dans des restaurants étoilés, où finalement, c'est pas forcément toujours un chef pâtissier. On dit parfois, c'est un peu négatif quand les chefs pâtissiers disent un dessert de cuisinier. Ouais. Mais parfois, ça se vérifie quand même. Non, mais c'est vrai que, tu vois, ça clôture le repas, donc finalement... On reste là-dessus. C'est la dernière note quand même. C'est surtout important. quand t'aimes le sucré, tu vois. Oui, Quand t'aimes le sucré, je trouve que c'est un peu aussi le moment du repas que t'attends. Carrément. Tu vois, et du coup... Et la farandole des pré-desserts, desserts, post-desserts, mignardises, mais moi, c'est vraiment mon kiff. Vraiment, vraiment. En plus, ce que je trouve le pire, moi, dans ce genre de restaurant, c'est que, tu vois, dans tous les restaurants gastronomiques, t'as presque plus faim. Oui. Alors que t'arrives à moi, ce que c'est tu aussi veux. ma partie préférée, tu vois. Et t'as plus assez faim pour manger les desserts, et ça, c'est très dommage. Ouais. Donc, message à tous les chefs cuisiniers. Ne négligez pas le dessert et réduisez le plat pour qu'on ait encore faim. Exactement. Justement, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Ah, le dimanche midi. Moi, j'ai pas de côté ultra sacré du dimanche midi, en fait. En tout cas, pas avec mon mari et mes enfants, même si c'est quand même c'est le week-end. On a un peu plus le temps. Alors, le truc, c'est que moi, je travaille aussi les week-ends. Donc, c'est un peu décalé. Et j'ai pas le sacro-saint, dessert, etc. Alors, si je devais réfléchir peut-être quand même à... Ce serait quand même quelque chose d'assez léger. Moi, j'aime bien finir sur une note chocolatée. Ok. Donc, pas trop lourd. Parfois, ça peut juste être en fait des chocolats, des pralinés, des choses comme ça. Pas forcément un très très gros dessert parce que généralement, t'as bien mangé avant. Il y a pas de, j'ai pas d'exemple de trucs qui me vient comme ça instantanément, mais il faudrait forcément que ce soit dans la légèreté, malgré la présence du chocolat, ce qui est pas forcément évident. Il y en a qui arrivent bien, je pense à la fraîcheur de Pierre Hermé, qui est un gâteau au chocolat, mais qui malgré tout a beaucoup de fraîcheur. Et j'avais goûté aussi le gâteau, un entremets chocolat vanille de Claire Hetzler, qui est aussi étonnamment frais pour de chocolat. Donc ça pourrait être pas mal, pour un peu le côté... chocolaté, mais frais mais frais, juste avant la déprime du dimanche soir. Parce que, en fait, moi, je déteste les dimanches. Vraiment. Voilà. Et alors que maintenant, je suis pas salariée et qu'en fait, je fais un peu comme je veux. Mais ça ne m'a pas quittée et ça a toujours été depuis que je m'en rappelle, en fait. Donc, je préférais... Et donc, ça me va bien aussi parfois de travailler le dimanche et de voir les gens se régaler devant moi. Donc, voilà. Et alors, tu passes quand même un petit peu de l'autre côté des fourneaux, tu ne dégustes pas juste des desserts. Oui. C'était quoi ta toute première création ? Alors, ma première création dont je me rappelle vraiment, ça devait être un truc assez simple, c'était un cake banane chocolat. Et après ça, je m'étais essayée, je l'ai toujours cette recette d'un genre femme actuelle, piquée je sais pas où, d'éclairs au chocolat. Ok. Et du coup, j'avais trouvé que la pâte à choux, finalement, c'était pas si dur. Ça m'empêche pas de temps en temps de la rater encore, notamment rien que ce matin, j'ai fait des choux et je les ai ratés. Donc je suis bonne pour recommencer ce soir. Mais donc j'avais fait ça et un peu plus tard, j'ai commencé à vraiment à me dire j'aimerais bien faire des cours de pâtisserie et apprendre parce que j'avais essayé de faire des macarons moi-même avec juste un livre. C'était un énorme fiasco. Du coup, quand on est arrivé sur Nancy, j'ai pris un cours de pâtisserie, mon tout premier, avec un pâtissier qui s'appelle Steph,
Et du coup, un cours de macarons avec une copine. Et c'était la révélation. Parce qu'en fait, il nous a donné des tas de tips que, à l'époque, tu ne trouvais pas tellement dans les livres de recettes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui décortiquent plus et qui donnent plus d'infos. Mais là, c'était pas le cas. Et lui nous a donné des tas de trucs, genre faire croûter. Enfin, des trucs en fait que maintenant on trouve dans le livre Macarons de Pierre Hermé. Il y a toutes ces infos là. Mais je l'avais pas à l'époque ce bouquin. Donc il nous a donné plein d'infos et j'étais très fière de ramener des macarons et ensuite d'en faire. Et après, du coup, j'ai eu mon premier enfant et j'ai commencé à vouloir faire des gâteaux, à l'effigie de ses personnages préférés. Donc un jour, j'ai fait un gâteau Cars. J'ai encore des photos. C'était pas une franche réussite. Déjà, c'était pas très bon parce que c'est quand même 1,5 kg de génoise bien sec. C'est le problème de ce type de gâteau. Ouais, c'est rarement bon. C'est pas bon, mais... Souvent, on me demande, tu fais du cake design? Je fais, mais surtout pas, en fait. Puis tout ça enrobé de pâte à sucre. Oui. Voilà, j'ai sculpté de la génoise pendant 1h30 pour que ça ressemble vaguement à Flash McQueen. Il était ravi, mais il était petit. Donc ça lui a plu. Voilà, ça c'est les comptes. Oui, non mais franchement, il était super heureux. Puis moi j'étais fière et quand je revois à quoi ça ressemble, je me dis mais comment j'ai pu être fière d'un truc aussi moche. Bon, comme quoi on progresse, tout est possible. On se plante aussi toujours, à confère mes choux de ce matin. Mais bon, c'est pas bien grave en fait. C'est juste. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement, c'est du sucre, de la farine et des œufs, donc y a pas mort d'homme quoi. Non, mais effectivement, puis tu vois, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Tout est une question de petits détails que tu n'as pas dans les livres. Enfin, et encore, c'est ça. Maintenant, tu as de plus en plus, tu vois, même de chaînes YouTube, de plein de choses qui te donnent du coup des petits détails, ces conseils-là que tu ne pouvais pas trop retrouver, mais qui vont faire toute la différence, tu vois. Et je pense, genre, la pâte à choux, c'est pareil, en vrai. Tu as plein de petits trucs comme ça qu'il faut savoir parce que sinon, c'est beaucoup plus dur de la réussir. Mais... où du coup, tu vois, tu sais ce qui va être important dans la pâte à choux et ça t'aide à... Oui, c'est pareil, la pâte à choux, j'avais fait un cours, ça devait être religieuse, oui, c'était ça. À l'époque, il y avait un super atelier à Saint-Germain-en-Laye, la boîte à gâteaux. C'est dommage parce que ça n'a pas tenu. Et ils donnaient vraiment des super cours de pâtisserie en petit nombre où on mettait vraiment la main à la pâte. Moi, je préfère largement les cours où on fait plutôt que les masterclass. J'en ai fait aussi. C'est bien, on rencontre des grands chefs, on a un peu le côté paillettes, etc. Mais quand on ressort, on ne sait pas faire les choses tant qu'on ne les a pas expérimentés. Et donc, cette personne-là nous avait appris plein d'astuces sur à quoi devait ressembler la pâte à choux, ce qu'il fallait pas faire absolument, en quoi on pouvait pas revenir en arrière. Et ça, du coup, c'est vrai que ça permet petit à petit de se rendre compte qu'on est capable. Et moi, je crois que quand même, mon côté un peu scientifique de formation, chimiste, le côté un peu rigoureux, souvent les gens trouvent le lien entre la chimie et la pâtisserie comme ça, pour moi, parce que voilà, j'ai l'habitude, en fait, j'ai été formée à suivre un protocole. Puis de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que telle expérience a ou non fonctionné. Pourquoi on va mettre un petit peu de sucre dans une pâte à choux? C'est aussi pour la coloration, pour la caramélisation. Pourquoi une pâte sablée, pourquoi un biscuit va être en fait pas assez sablé? Parce qu'on n'aura pas fait le bon process en fait de mise en œuvre. Et au final, comme on en parlait juste là, c'est toujours les mêmes ingrédients finalement, peu ou prou. C'est la façon de les mettre en œuvre qui va changer et qui va donner un résultat différent. C'est en ça que c'est assez magique quand même. Un peu comme la chimie, du coup. Pouf, ça se précipite, pouf, ça explose, on ne sait pas pourquoi. Il y a un peu ce côté-là aussi je mélange des trucs et ça donne quelque chose d'autre. Et c'est peut-être ça qui me plaisait dans la chimie aussi. Je mélange deux choses et ça va me donner un produit complètement différent que je vais synthétiser avec une réaction. Là, c'est un peu pareil, quoi. En moins dangereux, normalement, dans la pâtisserie. Donc, c'est ce truc-là qui me plaît bien. Ouais. Et du coup, pourquoi après être allée, tu vois, sur de la chimie, etc., pourquoi est-ce que tu as décidé de revenir sur la pâtisserie? Alors, il y a eu quand même 15 ans entre la chimie et... déjà, à la fin de mes études, donc d'ingénieur en génie chimique, ça fait super, super chic. On met pas ça sur un CV, hein. Mais déjà là, à la fin de mes études, je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais faire, c'est pas forcément être dans un labo ou dans un service de R&D. C'est ce que j'ai fait pendant mes stages. Et j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a permis de savoir aussi que c'était pas ça que je voulais faire. Et que je voulais plutôt avoir du lien, des échanges avec les gens,
et faire en sorte que le fait que je sois bavarde devienne un jour un atout dans ma vie professionnelle. On m'a beaucoup... j'ai eu les petits mots de pipelette, etc. à l'école. Il y a un moment, c'est comme ça. Ton bulletin. Voilà. Ça n'allait pas jusqu'au bulletin, heureusement. J'avais trop peur avant, donc j'allais pas jusque-là, je me calmais. Mais voilà, j'ai toujours bien aimé beaucoup parler. Tu vas le remarquer. T'es prête pour 3 heures ou pas? Moi, ça va. Allez, on a du thé, on a de l'eau, on peut survivre. Mais oui, donc quand j'ai fini mes études, j'ai cherché un job de commercial. Donc rien à voir. Et pendant mes études, j'avais fait, alors pour les jeunes qui écouteront cet épisode, j'avais fait un DESS. Alors qu'est-ce que c'est qu'un DESS? Bon, c'est l'ancien nom pour un master en gros. Donc j'avais fait en même temps un DESS de management de projet et d'innovation qui m'avait permis de voir un peu des sujets comme le marketing, la gestion de projet, des choses comme ça. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était ce qu'on appelait à l'époque les matières molles en école d'ingé, confère vraiment là le côté hyper négatif. Matière molle, confère matière dure de la science, quoi. Aujourd'hui, peut-être qu'on appellerait... C'est même pas des soft skills, en fait. C'était une mauvaise traduction de soft skills, alors que ça en était en plus même pas, parce que c'était des compétences plutôt type école de commerce, en fait, que j'ai vu dans une autre école, du coup. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'en sortant, j'ai cherché un job de commercial et que j'ai commencé comme ingénieur technico-commercial à vendre... des sondes de niveau, des débitmètres et des thermomètres. Donc voilà. Et donc, je suis passée du commerce dans une boîte à commerce dans une autre boîte un peu plus grande, où ensuite j'ai pu faire du marketing dans différents départements. Et c'est là, au fur et à mesure que les années ont passé et des différentes expériences de management, etc., je me suis dit, j'aimerais être à mon compte. Okay. Et que j'ai commencé à réfléchir à, OK, tu veux être entrepreneur, mais pour ça, il faut une idée et l'exécuter, surtout. Mais dans quel domaine, quoi? Et finalement, avec les cours de pâtisserie, avec mes expériences dans des salons de thé où j'allais beaucoup... voilà. Parce qu'en arrière-plan, tu continuais à faire de la pâtisserie? Oui, toujours. Et je demandais toujours à Noël des cours de pâtisserie, en fait. Donc j'en ai fait pas mal, en fait, des cours à droite, à gauche. D'ailleurs, je demande toujours ce genre de choses. Alors là, ces derniers temps, c'est plutôt des masterclass que j'ai eues. Parce que du coup entre temps j'ai passé mon CAP donc là j'ai pris un grand bol de cours de pâtisserie d'un coup mais en fait je cherchais quelque chose que je puisse tester en parallèle de mon job de salarié pour me dire déjà est-ce qu'il y a quelque chose et c'est là que en fait bêtement, par hasard, en réfléchissant à tout ça, l'idée de comment aider les gens à manger des bonnes pâtisseries. Voilà, c'est un peu ça. Parce que moi, je connais pas Paris, je connais pas tous les recoins, et quand je me balade dans Paris et que j'ai envie de prendre un goûter, et invariablement, je finis toujours chez Pierre Hermé, chez Yann Couvreur, chez ceux qui étaient très connus à l'époque, parce que depuis, il y en a plein d'autres qui ont été plus médiatisés, mais à l'époque, ça tournait un peu, à Fauchon, ou alors on finissait au Lafayette Gourmet, en fait. Oui. Et en fait, il y en a plein d'autres cachés dans les petites rues de Paris. Donc, c'est comme ça que ça a commencé par un blog et un compte Insta qui s'appelait The Pâtisserie. Quand j'y repense, c'est vraiment bizarre. Et j'étais tellement fière d'avoir trouvé ce nom parce que c'est pas venu tout de suite. Et pour finalement accoucher de ça, là, ok, bon. Donc, avec un Z. Et voilà, The Pâtisserie. Et puis après, ça a bifurqué sur Honoré parce qu'on m'a fait comprendre à l'INPI que ce serait jamais déposable. Personne n'allait jamais chercher ça, en fait. Et que j'allais vraiment galérer à me référencer. Et s'ils avaient raison. Et puis qu'aussi, c'était pas vraiment la tendance... tu vois, ton podcast s'appelle pas le podcast des gens qui font des gâteaux. Voilà. Donc... le podcast pâtisserie. Et on m'a dit, Apple vend pas des pommes. C'est vrai. donc voilà. Alors, Honoré, il y a quand même un lien. Oui, mais pourquoi J'allais demander pourquoi est-ce que exactement tu as choisi ce nom-là. C'est quoi l'histoire derrière ce nom? Toute l'histoire, c'est que je fais mon coming out. Je ne suis pas la mère de ce nom. C'est un ami qui a trouvé le nom. Donc l'idée, c'était, The Pâtisserie, ça suffit. Il faut changer. Il faut qu'on reste dans le champ lexical quand même de la gastronomie. Ouais. Et on a fait une petite session brunch, brainstorming arrosé.
qui n'a rien donné du tout. J'ai un paperboard rempli de noms aussi, enfin tous plus pourris les uns que les autres, parce que voilà, en fait, tu peux pas te forcer non plus à avoir l'inspiration. Et donc avec des amis. Et 3 jours plus tard, cet ami m'appelle, donc Rodolphe m'appelle et me dit tu penses pas que tu pourrais trouver un truc avec Honoré, ça pourrait être sympa comme le Saint-Honoré. Je fais mais ouais. Alors on cherchait à l'associer à quelque chose. Et en fait, je lui dis, en fait, non, on va juste l'appeler Honoré. Et donc, ça nous permettait aussi de raconter une belle histoire quand même. Ouais. Le côté, la signification, donc Honoré, le Saint-Honoré, patron des boulangers et pas des pâtissiers. Donc, évidemment, le gâteau, le Saint-Honoré, que quand même pas mal de gens connaissent. Le fait d'être honoré quand on est enchanté de rencontrer quelqu'un. Et comme moi, l'idée, c'est quand même d'avoir du lien avec les gens. Et puis, il y avait aussi le fait d'honorer sa promesse. Donc, je trouvais que ça marchait bien, que ça racontait une belle histoire. En anglais, ça se dit quand même pas trop mal, parce qu'il y a honor qui existe. Donc, les Anglais, ils disent honoré. Et ça marche bien. Voilà. Donc, c'est comme ça que... Alors, évidemment, des marques avec le mot honoré, et il y en a moult. Vraiment beaucoup. Donc, j'ai... Alors, c'est un peu débile, mais j'ai déposé honoré avec un slogan en dessous et le visuel. Mais en définitive, je pense que c'est un espèce de réflexe quand on crée quelque chose, on veut lui donner un nom et on veut le marquer au fer rouge, en fait. Et donc, avec l'INPI, c'est ce qu'on fait. Mais en réalité, pour le moment, ça ne m'a rien apporté que de déposer ce nom. En revanche, j'ai déposé mon concept dont on parlera après. Parlons-en maintenant. Voilà. Du coup, de pâtissologie. Ça, c'est déposé? Oui, ça, c'est une marque depuis 2020. Ok. Voilà. Donc ça, elle a été déposée. La société Honoré n'était même pas créée. Ok. Voilà. D'ailleurs, ce nom de The Pâtisserie, ça m'a joué des tours. Parce que quand j'ai déposé Honoré, le bouche à oreille dans votre poche, c'est ça le slogan. Ah, c'est ça le slogan? Moi, je croyais que c'était vous guide, du coup. Avec le Honoré vous guide, et c'était, tu vois, un peu le sous-titre, quoi. Voilà. Alors, Honoré vous guide, c'est... Marion doit créer un site web en 2 semaines au mois de juillet. Mince, honoré.fr est pris. Honoré.com aussi. Honoré.paris aussi. Ok, trouve quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Honoré vous guide. J'appelle 2-3 personnes. Vous trouvez que ça sonne comment, Honoré vous guide? Ouais, ça va. Ok, ding, honorévouguide.fr. Ça n'a pas été plus loin que ça. Donc, bon, et finalement, c'est assez explicite. Mais non. Oui, non, mais moi, du coup, je pensais que c'était ça. En fait, c'est pour ça que je n'étais même pas demandé. Je pensais que c'était le sous-titre. Enfin, tu vois, non. Ça allait dans la suite. Le bouche-oreille dans votre poche. Non, mais là, j'avais beaucoup réfléchi, pourtant. Mais il n'y a aucun rapport avec la pâtisserie? Non, parce que je me suis toujours dit que je ne voulais pas me limiter à la pâtisserie. Ok. Que si demain, j'avais une idée de faire ça dans un autre domaine de l'alimentation... D'accord. Voilà. D'ailleurs, mon logo n'a pas de connotation sucrée. Il a uniquement le petit pin de localisation. Donc, l'idée, vraiment, c'est plutôt toujours de guider les gens. Et cette notion de... Si tu regardes le logo, en fait, les lettres ne s'arrêtent pas, vraiment, et c'est un cheminement. Surtout le H de honorer, voilà. Avec le point final, qui est ce petit truc qui est l'accent, du coup, quand on l'écrit en entier. Il y a de la réflexion, quand même. Mais c'est marrant parce que c'est un truc qu'on fait au début, comme quand on est enceinte et qu'on réfléchit au nom du bébé et à quelle couleur de la chambre, etc. Alors qu'en vrai... Quand tu dors plus la nuit, la couleur de la chambre, on s'en fout. Mais on a besoin de... Et ça a un impact quand même, tu vois. Enfin, je trouve mais de ça trouver se change. un nom à ton... Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui, au début, matérialise le tout, tu vois. Enfin, moi, je me souviens, c'est ça, quand je cherchais, tu vois, le nom du podcast... c'est ce qui permet après de te lancer. En fait, tu peux pas te lancer sans nom non plus. Donc, oui. Et c'est aussi que tu as besoin d'arrêter de dire mon projet. Oui. Mon projet d'entreprise, mon projet de podcast. Et voilà, maintenant, c'est plus un projet, ça s'appelle comme ça, et ça a permis... Ouais, ça l'assied, en fait, dans ce que c'est. C'est comme tu dis, tu vois, c'est exactement comme choisir un prénom pour un enfant. Ça le rend réel, vraiment. C'est plus le bébé, mais... Exactement. Donc voilà, donc honorer, c'était ça. Honorer le bouche-à-oreille dans votre poche et déposer. Et la pâtissologie, du coup, c'est parti de la construction des parcours de dégustation. Okay. Donc moi, ce que je propose, c'est ce qu'on appelle finalement des food tours. Aujourd'hui, moi, je n'étais pas forcément consciente que les gens appelaient ça comme ça. Mais du coup, dès le départ, c'était ça?
Non, la première chose, c'était aider les gens à trouver des bonnes pâtisseries. Et finalement, c'était un peu la fourchette des pâtissiers. L'idée, c'était plutôt de faire une base de données, une application mobile dans laquelle on pourrait trouver, on dirait, je veux une tarte au citron dans le 15e, où est-ce que je peux aller en manger une? Et même, ça allait jusqu'à, je peux la commander, quoi. Ok. Entre-temps, comme il y a eu le Covid, tous les pâtissiers se sont équipés de leur propre système de click and collect. Donc, mais à l'époque, ils n'avaient pas ce truc-là. Et moi, c'était ce que j'avais dans l'idée. Après, en termes de réalisation, on a commencé à réfléchir avec du coup mes associés sur en fait à quel besoin on répond. On a fait pas mal, on s'est vraiment structuré, on a fait des sprints comme dans plein de boîtes, plein de startups. On a essayé de garder ce système d'idéation qui est plutôt intéressant. On a fait des dessins, des paperboards. Enfin, j'ai tout l'historique de ces trucs, c'est marrant. Et pour répondre à ce besoin, on s'est dit qu'il y avait besoin aussi d'une dimension expérientielle. Que simplement, en fait, avec simplement un annuaire, mon concurrent numéro 1, c'était Google. Ça, c'est un souci quand même, d'avoir Google en face de soi. Ouais. Google et le do-it-yourself. En fait, je prends Google, je tape tarte au citron 15e, qu'est-ce que ça me sort? Et en fait, c'est comme ultra balèze d'être meilleur que Google de nos jours. Donc, il fallait qu'on propose quelque chose de différent. Et c'est là que le côté expérientiel, food tour, que j'appelais pas comme ça avant, j'appelais ça parcours de dégustation guidée, est venu. Et en fait, je me suis posé la question de quelle est la démarche que moi j'ai quand je mange un gâteau. Parce que clairement, quand je mange un gâteau, ça dure pas 3 secondes. Je le décortique dans tous les sens, je regarde, j'essaye de retrouver les saveurs, etc. Parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et en fait, en discutant, on se dit, ouais, c'est un peu comme les gens, quand tu fais des ateliers de dégustation, d'œnologie, etc. Et un peu en rigolant, on s'est dit, oui, c'est un peu la pâtissologie. Et je me dis, ah ouais. En fait, c'est pas bête comme concept. Et bizarrement, pour une fois, j'ai été assez réactive, je l'ai déposé. Voilà. Ce qui m'a permis de le défendre, une fois, déjà. Donc, après, il y a la caféologie, qui existait déjà. Il y a la chocologie, qui existe aussi, qui existe avant moi. J'ai même entendu parler de chocolatologie. Donc, c'est des concepts qui sont peut-être un peu concurrents. Enfin, voilà. Bon, on n'est pas à l'abri d'autres néologismes qui se créent. Mais du coup, ça permet aussi d'ancrer dans ce que c'est réellement, quoi. Les gens comprennent facilement de quoi il s'agit et que ça va être de la dégustation au travers des 5 sens. Voilà. Alors justement, parlons-en. Déjà peut-être, à quel moment du coup est venue l'idée de faire un livre là-dessus? Puisque tu as fait un livre qui s'appelle Comment j'ai dégusté mon gâteau. À quel moment est-ce que du coup tu as eu l'idée de ce livre? Et après on parlera de comment on déguste un gâteau. Ça marche. La petite méthode. Alors le livre, c'était un peu une surprise. Si on place dans le contexte... Il y a des gens dans la vie qui ont le sens du timing et j'en fais partie. Donc j'ai décidé de partir de la boîte dans laquelle j'étais en 2019. Et je suis partie le 31 mars 2020, le temps que tout le processus administratif se fasse. Donc en plein confinement. Où c'était un petit peu dommage pour une activité qui avait quand même une vocation vers le tourisme. Mais pas que. J'ai jamais eu que les touristes en tête, mais plus les gens comme moi en fait. Les gens qui sont en région parisienne, les Français. Ouais, tu veux goûter. Ouais. Les vrais gourmands, les gens qui regardent le meilleur pâtissier, qui font des kilomètres pour aller manger un éclair, quoi. Et donc, premier confinement, c'était ça. Et puis, on en a quand même eu un deuxième en 2020. Et je me suis dit, bon, je pouvais plus faire de parcours. C'est là qu'on a fait des cours de pâtisserie avec Mathieu Dalmé, du coup, qui a écrit les recettes du livre après. Et je courais dans mon kilomètre autorisé pour m'aérer. J'écoutais un podcast. Et j'entendais parler de quelqu'un qui avait... comment elle avait utilisé l'édition pour se faire connaître aussi, pour comment elle s'était auto-éditée. C'était plutôt ce côté-là, en fait, j'avais trouvé intéressant de quelqu'un hyper rapidement qui était capable d'une idée et de le concrétiser hyper vite et du coup d'en faire parler, quoi. Surtout sur un livre. Ouais. Parce que j'ai plein de questions sur le sujet, mais vas-y, continue. Et voilà, en fait, je suis rentrée et j'en ai parlé à mon mari. J'ai fait, mais en fait, je devrais faire un livre pour expliquer ce que c'est la pâtissologie.
Pas en me disant j'ai envie, c'est la mission de ma vie d'écrire un livre, j'ai toujours voulu écrire un livre ou quoi, mais plus en me disant c'est base, ouais. Voilà, c'est une base, c'est une façon de se faire connaître. Tu peux faire ça, tu peux faire des salons, voilà. Mais vraiment, j'étais en focus auto-édition et je voulais l'appeler le précis de pâtissologie. Là, c'est du coup l'ingénieur qui revient, qui se dit précis, ça fait classe et tout. Bon, ça s'appelle pas du tout comme ça, du coup. Et il y a des recettes, donc. Voilà, il y a des recettes. Et après, c'est le hasard des rencontres. C'est ce que je dis souvent aux gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien lancer un business, mais... et que je leur pose des questions et qui me disent « Oui, mais non, j'ose pas trop en parler. » En vrai, une idée, ça n'a pas de valeur tout seul. Oui, ça vaut rien, oui. Voilà. Hormis... voilà, je suis pas Steve Jobs, je suis pas... moi, j'ai pas révolutionné quoi que ce soit, en fait. Et c'est assez rare, les gens, qui ont une espèce d'idée révolutionnaire d'un coup, quoi. Oui, dès le départ. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y a tout un tas de théories sur l'innovation et des choses qui soient vraiment disruptives. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est souvent des usages d'un autre domaine qu'on va récupérer, qu'on va mélanger à sa sauce, etc. Donc voilà. Donc j'ai parlé de mon idée à la bonne personne, en fait. En toute innocence, de se dire, voilà, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche, l'édition, toi qui travailles dans l'édition? Puis il se trouve que cette personne, à la fin, m'a dit, mais ça m'intéresse, ton idée. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. On a commencé, j'en ai parlé en novembre 2020. Et on a dû signer en décembre. Enfin, ça a été... même pas signer, mais en tout cas se mettre d'accord et se taper dans la main en se disant « Ok, on y va ». Et le livre est sorti en octobre 2021. Ok. Donc, on n'a pas chômé dans cette période. Parce que, du coup, c'est un livre qui a été édité par les éditions First, qui ont été déjà... Enfin, sont très connus déjà pour une chose, c'est toute l'édition pour les nuls. Oui. Donc, c'est eux. Qui ont la licence pour la francophonie, je pense. Et puis qui ont commencé depuis quelques années à faire de plus en plus de livres dans le domaine de la food. La collection Les cookies de nos rêves, La brioche de nos rêves, etc. C'est chez eux. Le livre de Victor Mercier. Il y a pas mal de livres de pâtisserie qui sont sortis et qui continuent, de livres de cuisine en général. Et donc, je suis tombée aussi au bon moment où ils avaient ce nouveau focus vers la food. D'ailleurs, on m'a dit, si t'étais arrivé 2 ans avant, ça nous aurait pas intéressé parce qu'on n'était pas là-dessus. Ils sont aussi beaucoup sur des choses de lifestyle, voilà, qui a peut-être plus de l'origine. Mais donc voilà. Et après, c'est les planètes s'alignent, quoi. En fait. Mais c'est fou parce que tu vois, moi, dans mon imaginaire, c'est très compliqué d'arriver à te dire que tu peux écrire un livre. Enfin, tu vois, dans le sens où, effectivement, il y en a de plus en plus, des livres, mais ça reste aussi beaucoup de livres de gens qui sont déjà médiatisés, qui ont une communauté, et où, du coup, ça va être facile. C'est rentable, entre guillemets, pour les maisons d'édition, parce que tu sais potentiellement qu'il y a une communauté qui va pouvoir acheter ce livre-là. Du coup, tu vois, moi, je pensais... que c'est assez dur de se dire tu vois, moi je pars, j'ai pas encore fait d'autres choses parce que du coup à ce moment-là les Food Tours n'existaient pas encore, c'est ça? Si, mais c'était très confidentiel. Oui, c'est ça, c'est le tout premier. T'en avais pas tu vois, t'en avais pas comme aujourd'hui où t'en fais plusieurs donc c'est en fait c'est un peu la beauté des gens dans l'édition, c'est que ça part aussi de rencontres de personnes qui se disent ah oui, il peut y avoir un public que ça intéresse. Clairement, ce qu'ils ont bien aimé, c'est mon côté, ils m'ont dit, geek de la pâtisserie. Et en fait, oui, c'est pas forcément... Moi, je viens pas avec une communauté sur les réseaux sociaux de 100 000 personnes où tu te dis, allez, 10% vont acheter son bouquin, donc elle va déjà en vendre tant et tant, etc. Là, c'est clairement pas un livre qui a eu voilà, c'est pas des énormes ventes. Ça, il n'y a pas de questions sur le sujet, mais c'est l'ensemble des parutions d'un éditeur qui permet de pouvoir publier des sujets peut-être un peu plus niche, un peu plus confidentiels, et ça c'est parce que c'est régi par des gens, c'est, comment dire, pas régi, mais
décidées par des gens qui laissent parler leur sens de l'édition, en fait, et qui sont intéressés par les sujets. Donc, par exemple, chez Furth, il y a un autre livre qui s'appelle Impatiente, qui est sur le témoignage, malheureusement, d'une personne qui, depuis, est décédée, sur le contexte du cancer en France aujourd'hui et comment c'est traité. Et clairement, c'est pas quelque chose qui est... C'est un sujet très lourd. Les gens ont du mal à en parler parce que tout le monde se sent concerné. C'est une vision très abrupte de la vérité. Il y a eu un podcast d'abord, en fait, qui est sorti sur le sujet, et c'est le livre issu du podcast. Ok. Mais c'est un choix d'éditeur qui est risqué, parce que clairement, ça peut pas être un best-seller. Parce que ça heurte, voilà. Et en fait, c'est quand même la beauté de se dire qu'ils ont encore cette indépendance de pas sortir que des blockbusters, quoi. Que, voilà. Et c'est comme le cinéma américain et Batman, et puis le cinéma d'auteur... et parfois, ça peut être le même producteur. Enfin, je sais pas si ça peut vraiment être le même producteur ou le même groupe, mais en fait, c'est vrai qu'il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Et heureusement, il y a des grosses machines qui fonctionnent très bien, qui permettent de tirer et de sortir ceux qui vont un petit peu moins fonctionner, mais en qui on se dit, ils méritent quand même d'exister, quoi. Donc, ils m'ont donné ma chance, et c'est génial, parce que pour moi, c'était en plus une façon vraiment de concrétiser ce que je faisais et d'un peu légitimer aussi mon propos, quoi. Et qu'est-ce que t'en retiens ? Tu vois, est-ce qu'avec un peu de recul, tu changerais certaines choses ? Est-ce que finalement, tu vois, c'était mieux de se faire accompagner que d'être en auto-édition ? Enfin, qu'est-ce que... Non, moi, je suis contente de m'être fait accompagner, vraiment. Parce que derrière, j'ai eu beaucoup d'articles. Mon livre, on le trouve à la Fnac, sur Amazon. Bon, ça flatte l'ego, clairement, faut pas se leurrer. Je suis passée à France 3 Lorraine Nord. Toute ma famille était devant le poste. Donc, en fait, il y a des petits trucs comme ça qui sont hyper cool. Ça, c'est vraiment chouette. Franchement, je pense pas que j'aurais réussi à sortir le même produit toute seule, en parallèle de tout. Parce qu'en fait, c'est toute une équipe. Donc, un auteur ne gagne pas bien... Enfin, il y a très peu d'auteurs qui vivent de ce métier-là en général, et je suis pas Marc Lévy. Du coup, moi, c'était vraiment pas le but. À aucun moment, je me suis dit, je vais gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec ça. C'était vraiment plus pour avoir un premier pied là-dedans. Exactement. Je trouve que c'est ça, t'as quand même un peu un côté... Pas ça crédibilise, mais mine de rien, avoir un ouvrage, tu vois, tu peux te dire, ah oui, d'accord. Oui, non, mais ça crédibilise quand même, vraiment. Les gens te regardent différemment. Enfin, te regardent différemment. Moi, il y a pas mal de gens, quand je leur parlais au début de mon livre, il y a quand même encore des gens qui pensent que l'auto-édition, c'est moins bien, ou qui ont un jugement là-dessus. Et quand tu dis, non, mais chez Furth, ah bon, d'accord. Je dis, oui, tu peux le trouver sur Amazon. Ah bon, d'accord. Donc ça, c'était... Voilà, il y a quand même ce côté... peut-être entre je passe sur TF1 ou je passe sur Yveline Première. No offense to Yveline Première, bien sûr, mais voilà, c'est un peu... je pense que cette échelle-là un peu qui... Et bon, pour revenir au fait de... Je pense que l'auto-édition, j'aurais jamais réussi à le faire en si peu de temps. Parce qu'en vrai, j'ai rendu mon manuscrit en mai. T'imagines même pas tout ce qu'il faut. Ah ben non, t'en as aucune idée. La maquette, les photos. Là, tu signes, t'as quelqu'un qui devient ton éditeur, donc Cédric, je lui dédicace, spécial dédicace, qui t'aiguille. Donc tu rends un synopsis, après tu rends le premier chapitre. Enfin, tu écris un chapitre. Donc j'ai écrit le Paris-Brest en premier, parce que c'est mon gâteau préféré. Et c'est celui sur lequel j'avais le plus d'inspiration. Et donc il jauge un petit peu de... le volume que ça va prendre. Du coup, on se dit, voilà. Enfin, ils me disent, c'est un livre qui va faire tant de pages, donc on te propose telle reliure, tel papier. Voilà. Moi, je leur ai vraiment fait confiance parce que, en fait, c'est pas mon métier. Je sais pas, quoi. Non, complètement pas. Et alors, par contre, c'est vrai que parfois, j'étais un petit peu flippée parce qu'ils ont beaucoup de choses, ils sont très occupés. Donc, des fois, je me sentais un peu mince, est-ce que ça avance ? Parce que moi, j'aime bien cadrer les choses. Mais voilà, j'avais envie de maîtriser. Et en fait, c'était pas possible. Mais ça, c'est un livre, et c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est vrai que c'est de l'artisanat, en fait. C'est industriel, mais en même temps, chaque objet... On peut choisir la reliure, le papier, la photo. Là, il y a une illustratrice en plus. La police, la maquette.
Voilà. Donc, jamais j'aurais pu faire ça toute seule. Enfin, ça n'aurait pas été comme ça. Clairement pas. Et est-ce que, alors, je sais pas si c'est une question à laquelle tu veux répondre, mais parce que du coup, j'imagine qu'en auto-édition, tu dois aussi mettre du budget, tu vois, de ta poche pour pouvoir faire certaines choses. Est-ce que là, du coup, tu l'as fait aussi, ou est-ce que la maison d'édition le prend en charge et du coup, t'as aussi ça qui... T'as aucun coût. Quand t'es en auto-édition, oui. Je pense que t'achètes ta production, quoi, en fait. Mais alors, du coup, tu la revends avec une meilleure marge. Bien sûr, mais après en même temps, il y a aussi le côté, tu vois, comme c'est ce qu'on disait, quand t'as pas forcément de communauté pour aller faire ta pub et trouver des gens qui veulent acheter ton livre, même si tu fais une meilleure marge, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus risqué. Là, le risque, c'est la maison d'édition qui le prend. Parce qu'ils impriment aussi beaucoup de livres et que les livres sont pas forcément tous vendus, quoi. Aujourd'hui, dans le circuit, il y en a certainement 3 fois plus que ce qui s'est écoulé pour le moment. Donc oui, non, c'est le risque, il est vraiment de leur côté. Et non, le seul coût que tu as, c'est ton temps, mais qui est important. Voilà. C'est un contrat en échange de quoi tu dois rendre un manuscrit avec un cahier des charges. Oui, mais ce que tu aurais fait dans tous les cas. Exactement. Mais à partir du moment où c'était ton projet. Effectivement. Mais je pense que peut-être que si ça n'avait pas avancé comme ça, est-ce que je serais vraiment allée au bout de ce projet de livre ? Peut-être pas. Je ne saurais pas dire, en fait. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'ai eu cette chance. Donc, la leçon qu'il faut en retenir, c'est parler de vos idées. En fait, c'est parce qu'il peut, en vrai, il peut que se passer des bonnes choses. C'est rare les gens qui vont se dire « Ah purée, c'est trop une bonne idée, je lâche mon job, je vais écrire un livre sur la pâtissologie. » Enfin, peut-être ça existe, mais bon, je pense que c'est assez rare. Donc voilà, j'étais contente et ça a permis aussi donc vraiment de concrétiser un peu ce binôme aussi avec Mathieu Dalmé, avec qui je faisais déjà les pâtisseries, les cours de pâtisserie en ligne. Alors de manière très amatrice, avec ma webcam, et c'était un peu pourri en termes de qualité. Mais c'était chouette parce que les gens, ils étaient derrière leurs écrans, chez eux, ils faisaient de la pâtisserie et ils étaient quand même super contents de pouvoir faire ça. Et voilà, on a fait, je crois qu'on a dû faire 8 cours, pas qu'avec lui, j'avais fait aussi avec Héloïse Noisette, qui est la chef de Mallory Gabzi, qui à l'époque était à la Sainte-Hélène. J'en ai fait un aussi avec Tess Evans-Imale, qui vient d'avoir un prix Goemio et tout, qui est à l'Alpaga maintenant à Megève. On en a fait donc plusieurs avec Mathieu, plusieurs avec Héloïse. On a fait aussi un cours avec Vittoria Nardone, qui était la chef pâtissière de Maurice Sacco. Ok. Et là, on avait vraiment fait un dessert de restaurant. Vraiment, c'était plus dessert que pâtisserie. Il n'y avait pas de pâte, en fait. Donc ça, c'était chouette. Et à la fin d'un cours, comme j'avais ce projet de livre, j'ai dit à Mathieu, mais est-ce que ça te dirait de faire des recettes ? On avait pensé à plusieurs choses en amont. Ok. Puisque l'idée, c'était de décortiquer, non, pas de décortiquer, mais d'expliquer la pâtissologie à travers l'explication de pâtisserie. Ouais. Donc, de faire sens après sens et de dire, on va parler du volume, donc on va parler du Saint-Honoré, on va parler des couleurs, donc on va parler du macaron. Et la première idée, c'était de se dire, on va prendre différents pâtissiers dont c'est la pâtisserie emblématique. Ok. Mais le problème de ça, c'est quand on commence à vraiment associer des gens à un moment avec un gâteau, c'est qu'on a un livre qui se date un peu dans le temps. On sait que par exemple, si on avait il y a 5 ans Jeffrey Kyne, il était chez Storer et aujourd'hui il y est plus. Donc et il y avait quand même une volonté avec la maison d'édition de faire un livre qui soit un peu non daté. Pas une, c'est pas une encyclopédie de la pâtisserie ou quoi que ce soit, mais d'avoir un truc un peu intemporel qu'on puisse utiliser tout le temps, même dans 15 ans, avec les pâtisseries que les gens sortiront dans 15 ans. Donc il y a quand même des adresses de recommandations du moment, mais c'est une toute petite partie du livre. Et c'est pour ça que moi, je me suis plutôt orientée vers choisir un pâtissier que je connaissais, en qui j'avais confiance, dont j'aimais les gâteaux, parce que quand même, c'était important de faire ça. Et puis voilà, à la fin d'un cours de la bûche de 2020, j'ai dit à Mathieu, écoute, j'ai ce projet, ça a l'air de bien avancer cette histoire de bouquin, est-ce que ça te dit ? On était en plein confinement, le resto dans lequel il bossait était fermé, il me fait, ouais, ok, voilà. Puis on a commencé à mettre ça sur le papier, quoi.
donc à choisir les gâteaux ensemble, les classer par sens prépondérant. Donc là, c'est très subjectif. Mais de se dire, il y a 5 sens chez toutes les personnes, normalement. Enfin, normalement, non. Enfin, en standard, on en a 5. Malheureusement, d'autres en sont privés. Mais, et de se dire, si, pour chacun de ces gâteaux classiques de la pâtisserie française et pas forcément française, parce que typiquement, il y a la pavlova. Ouais, c'est ce que je... Voilà. Quel est le sens le plus important ? En tout cas, quel est celui, s'il n'est pas comblé, qui va faire que ce sera raté ? Ok. Et tu vois, donc je prends souvent l'exemple d'un macaron que j'ai classé dans la vue. D'ailleurs, on peut l'appliquer parce qu'on en a devant nous. Mais oui, s'il n'est pas beau visuellement, ça te donne moins envie. T'as l'impression qu'il va pas être aussi bon. Exactement. Une tarte tatin, si elle est moche, c'est pas très grave en vrai. Oui. Donc la tarte tatin, elle est classée dans l'odorat. Parce que pour moi, c'est des fruits chauds, caramélisés. On a besoin de l'odorat. Et alors donc, une fois qu'on avait classé ça, non sans mal, on n'était pas toujours d'accord, mais globalement quand même, moi j'avais fait mon premier classement, et après je l'ai soumis à Mathieu, et voilà, on est quand même... Après, il y avait par exemple, les viennoiseries, on pourrait dire l'odorat et l'ouïe en même temps. Parce que le croustillant est très important. Bon, finalement, on l'a mis dans l'odorat, parce que voilà, parfois il y avait un peu compétition. La galette, on n'a pas réussi à départager. Pour nous, les 5 étaient aussi importants, donc elle est à la fin, elle a son chapitre à elle, seule, parce que c'est quand même un monument de la pâtisserie. Oui. Et il n'y a qu'à voir la folie des galettes chaque mois de janvier, les gens qui en mangent 80 dans les dégustations et tout. Ouais. Donc voilà, elle méritait. Et donc une fois qu'on avait classé tout ça, on s'est mis d'accord sur des recettes. Certaines existaient déjà dans la tête de Mathieu, et il les réalisait déjà. Et d'autres ont été un petit peu modifiées. Donc, celle du millefeuille n'existait pas, typiquement. Mais maintenant, on peut la retrouver dans sa pâtisserie. Et puis, la tarte tatin, comme je voulais qu'elle soit vraiment... avec vraiment du punch au niveau de l'odorat, du coup, on y met des épices chai. Ok. Pour vraiment booster le côté odorat, quoi. Et alors, si on rentre encore plus en détail, tu vois, sur le sujet de ce livre... Comment on déguste un gâteau ? Quelle est la méthode un petit peu que tu donnes, tu vois, puisque même, du coup, j'imagine que quand tu fais tes parcours, tu donnes un peu une méthode, entre guillemets, tu vois, aux gens qui sont là pour les déguster. C'est quoi, du coup ? La méthode, du coup, que j'explique, alors dans le livre, j'ai créé une fiche de dégustation pour vraiment... Alors ça, je me suis un peu inspirée de ce qui se fait pour le vin et aussi... de ce qui se fait dans la restauration. Pour les critiques gastronomiques, certains ont vraiment des méthodologies assez claires sur sens après sens. Donc, c'est un cadre, on pourrait en trouver d'autres de cadres, mais en tout cas, moi, j'ai choisi ce cadre des 5 sens, puisqu'il y a quand même une partie d'analyse sensorielle qui est même apprise dans certaines écoles de cuisine. Et donc, on part des sens qu'on utilise les uns après les autres. Donc, souvent, alors il y a compétition, mais c'est soit la vue, soit l'odorat qu'on utilise en premier. Parfois, l'odorat, on sent le gâteau avant même de l'avoir vu, si c'est une tarte tatin ou un cake, etc. Et pour chacun, donc vue, odorat, l'ouïe, le toucher et le goût en dernier, finalement. Alors volontairement, je l'ai mis plus loin parce que c'est finalement ce qui serait trop évident. Ouais. Et à chaque fois, donc il y a un certain nombre de choses à regarder dans la vue, les couleurs. Est-ce que c'est des couleurs naturelles, artificielles ? Est-ce qu'il y a des éléments de décor ? Est-ce que ça apporte une information ? Est-ce que quand on découpe, il y a une surprise ? Est-ce que les fruits que je vois sont de saison ? Ce que j'explique aussi dans les parcours, c'est la vue, c'est aussi toute l'atmosphère de la pâtisserie ou du restaurant. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que ça donne envie ? Est-ce que il y a quelque chose qui me fait envie, mais à côté, il y a un éclair vert fluo, et auquel cas, peut-être je me ravise. Enfin, c'est aussi via ça qu'on exerce son pouvoir de consommateur, en fait. Et donc, moi, je radote beaucoup avec les gens que je reçois en parcours, mais je leur dis toujours, s'il y a des fraises en ce moment, mais fuyez, quoi, arrêtez. Donc, je sais que c'est difficile pour les pâtissiers de faire ce choix, de se priver de certains clients, mais... je
Je pense que c'est leur mission. Ouais, et il y a encore beaucoup de pâtisseries et boulangeries où en ce moment il y a des fraisiers, mais il y des en a plein. framboisiers. Des belles fraises bien blanches à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a aussi, tu vois, je trouve que... Alors, en fait, t'as les deux côtés. T'as aussi des gens qui demandent des desserts avec un qui comprennent pas. Et je trouve que c'est encore... Enfin, pas pire, mais tu vois, en tant que consommateur aussi, c'est à nous de nous dire... on est en février, c'est peut-être pas encore la saison des fraises. Oui, ni des tomates, ni de tout ça. Ah oui, c'est sûr, c'est pas fun l'hiver pour ça. Mais c'est le moment de manger du chocolat, du café, du praliné, de la vanille. Oui, des agrumes. En plus. Il y a d'autres choses. Et puis c'est là qu'on retrouve le plaisir aussi de découvrir, de redécouvrir à chaque saison les nouvelles choses. Comme on est content quand le soleil revient, quoi. Puis surtout, tu vois, ce que je trouve, c'est qu'après aussi, tu te gâches le goût. Enfin, justement, parce que c'est pas très bon. Sur le sens, une fraise en décembre, elle a pas le même goût qu'une fraise en juin. Exactement, oui. Et c'est pas le vrai goût de la fraise. Oui, c'est ça. Donc en fait, ok, tu manges des fraises, mais à quel prix, quoi? Enfin, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Oui, et à quel prix dans tous les sens du terme, parce qu'en plus, tu les fais, elles sont particulièrement chères. Donc moi, il y a pas mal de pâtissiers avec lesquels... Enfin, les pâtissiers avec lesquels je travaille n'ont pas de choses hors saison. Et il y en a même, l'année dernière, qui ont eu des gâteaux à la fraise hyper tardifs, mais parce que, certes, les fraises étaient arrivées, mais elles étaient à des prix prohibitifs. Donc l'idée, c'est pas non plus d'assassiner les gens sur les prix finaux des produits, parce qu'il faut en vivre quand même de ces ventes. Donc ils ont préféré attendre. Et puis il y avait de la rhubarbe en attendant, mais voilà. Après, il y a toujours plein de choses en plus. Oui. Il y a plein d'autres produits. Donc c'est sûr qu'ils vont perdre les clients qui ont pas trop de discernement, qui veulent absolument leur truc et qui vont faire une crise s'il n'y a pas de fraisier en mars. Mais j'ai envie de dire, tant pis, c'était pas des très bons clients non plus, quoi. Probablement. Oui, donc, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui se disent ok, il n'y a absolument pas de fraisier. Non, je ne veux pas venir ici, quoi. Moi, j'ai assisté une fois à quelqu'un... je pense c'était en octobre, l'année dernière, octobre 2021. Et j'étais chez Mori Yoshida. Okay. Et donc, un très bon pâtissier qui ne fait pas de choses hors saison. Et donc, il y a quelqu'un qui rentre et qui lui demande un fraisier. Et donc, les vendeuses disent non, on est désolé, c'est pas du tout la saison. Mais comment ça? Et la personne est repartie. Et dommage pour elle, mais elle était vraiment, vraiment choquée de ne pas avoir de fraisier, quoi. Parce que tu vois, je trouve que autant des gens qui se disent je rentre, tiens, il y a un framboisier, pourquoi pas, tu vois. Bon, au-delà de on est en décembre et effectivement c'est pas la saison, mais t'envoies du coup potentiellement t'es teinté, versus quelqu'un qui se dit il y en a pas, je m'en vais. Il y en a régulièrement qui demandent pour les anniversaires des fraisiers. Oui, des gâteaux d'anniversaire. Complètement hors saison. En fait non, c'est pas possible. Donc il y a des aberrations. Exactement. Donc voilà, donc ça passe aussi par la vue. En fait, c'est le premier sens de ce qui va nous donner envie dès la vitrine, en fait. Et donc après, on continue vraiment sur les différents sens. Alors l'odorat, quelle est la première odeur que je vais avoir? En plus, ensuite, si je m'y attarde, si vraiment je sens, est-ce que je vais avoir une autre odeur? Puis à la découpe, est-ce qu'il va encore y avoir une autre odeur? Et pareil, ensuite, pour la texture... Donc j'ai essayé de mettre un espèce de gradient de texture, de croustillant à mousseux, en fait. Il y a vraiment tout un vocabulaire, d'ailleurs, qui est assez rigolo à traduire en anglais pour mes parcours que je fais aussi en anglais, parce qu'entre crunchy et crispy, je suis pas toujours bien sûre de la différence. Mais bon, généralement, ils ont l'idée. Et puis voilà, en plus, les textures, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très... on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment hyper important. Et c'est très clivant. Moi, je fais régulièrement déguster des mochis à des gens dans des parcours. Je fais très attention de plus en plus avec ça, parce que cette texture molle est tellement pas dans notre culture, les gens sont désarçonnés. Et alors, pour peu que ce soit un mochi au thé matcha, alors là, certains, on les perd, mais complètement. C'est assez rigolo de voir la tête des gens quand ils dégustent ça, ou même parfois des textures ultra croustillantes. Voilà, mais nous, je pense que les Français, on est très habitués aux choses assez croustillantes. Oui. Ça vient aussi... Il y a quand même de la mâche. Oui, voilà. On a ce côté-là. Et puis, notre cerveau aussi, c'est ce qu'il attend. Ce qui fait du bruit, ce qui est croustillant, c'est ce qui est frais. Ou alors, c'est ce qui va être cuit.
Et donc notre corps, notre cerveau, c'est vers quoi nous orienter. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien manger du sucre. Le sucre, c'est l'énergie et c'est ce dont on a besoin pour vivre, malgré tout ce qu'on peut entendre. C'est mon petit combat en ce moment. Il n'y a rien qu'on devrait diaboliser à ce point-là. Et par exemple, on va moins vers la mer parce que notre cerveau sait que la mer, c'était du poison. Voilà. Donc les enfants ne s'y trompent pas avec les endives. Ils savent que c'est pas vraiment bon pour eux, cette histoire. Ils n'en veulent pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est des saveurs qui sont plus compliquées. Voilà, le matcha, il y a un petit fond d'amertume, mais c'est ça aussi parfois qui plaît pas aux gens. Donc voilà, c'est aussi une question d'éducation. Donc voilà, on va vers vraiment toutes ces étapes. Bon, soit on peut s'amuser à prendre la fiche de dégustation et à vraiment la remplir, à cocher, si on a vraiment envie à un moment d'intellectualiser le truc, ou alors on peut y aller juste en se disant, bah voilà, je regarde je suis à l'écoute de mes 5 sens. Rien que mettre un gâteau sous son nez pour le sentir, c'est pas toujours naturel. Les gens, ils gobent les gâteaux, en fait. C'est... Ouais. Oui, et tu fais presque pas assez attention, justement, aux textures, au son et tout. Et derrière, il y a un travail de fou des pâtissiers. Enfin, toi, tu y es très sensible et tu essayes de comprendre tout ça. Mais moi, ça me fascine vraiment. Et le fait d'avoir passé mon CAP, je me suis rendu compte aussi de la difficulté, de toutes ces techniques, de toute l'attention qu'il faut avoir, de à quel point tu peux louper un truc. Et qu'il y a une vraie démarche de création, enfin en tout cas chez ceux qui font de la bonne pâtisserie, parce qu'il y a des gens aussi qui ont juste envie d'ouvrir un carton et de décongeler un truc, hein, ça existe aussi, et là dans ces cas-là c'est moins intéressant, mais je voulais aussi un peu défendre ce truc de, voilà, prenez la peine de regarder ce que le ou la chef a essayé de vous dire. Passer, oui, non, c'est clair. Mais surtout que tu vois... je pense au visuel parce que c'est déjà le premier point effectivement quand tu vois un dessert, mais tu vois effectivement selon les pâtissiers que j'ai pu rencontrer, le visuel est plus ou moins important dans le dessert. Enfin, je veux dire, ils mettent plus ou moins d'attention, soit en se disant je veux un visuel très élaboré, soit je veux un visuel très épuré, enfin bref. Mais du coup effectivement il y a toujours quelque chose qui passe quand même malgré tout. Si c'est très épuré, il y a une raison, enfin tu vois. Il y a toujours une réflexion derrière. Bah oui, toujours. Et du coup effectivement se pencher et se dire ok, l'idée c'est de comprendre ce visuel là et qu'est-ce que du coup moi je pense qu'il va y avoir dans ce dessert, tu vois. Je pense d'ailleurs notamment une réflexion qui est souvent faite, c'est tu mets dans ton visuel que ce qu'il y a dans le dessert. Parce que des fois tu peux avoir des choses sur ton dessert et tu peux te dire ah tiens il y a telle chose qui va être dans le dessert et pas du tout. Et du coup c'est un peu bizarre. Oui, comme c'est toujours ces petites pastilles de chocolat noir sur certains gâteaux. Moi c'est quelque chose, enfin je le mange à côté en fait, mais pas en même temps, parce que je trouve que je trouve souvent ça gâche un peu, ça l'emporte sur la première bouchée et finalement si on n'a pas dedans, c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi je trouve la pire expérience que j'ai fait dans ce thème-là, c'était une tarte au citron. Donc très bien, tu vois, tu vas manger une tarte au citron. On était, je pense, en décembre, octobre, enfin je sais plus. Le décor, c'était des fruits rouges. Alors déjà, il n'y a aucun rapport parce que du coup c'est une tarte au citron, donc il n'y a pas de fruits rouges dans la tarte au citron. Et en plus, c'était pas la saison. Je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi il y a ce décor, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est toujours le mieux l'ennemi du bien, quoi. À un moment, on fait une belle tarte au citron, dresse-la proprement, simplement. Enfin, un qui illustre tellement bien ça, c'est Jacques Genin. Sa tarte au citron, je sais pas si t'as goûté citron basilic. Non, j'ai jamais goûté. Elle est enfin, c'est très simple, hein. Il y a pas de meringue. C'est une pâte foncée, mais foncée comme personne sait foncer. Enfin, comme je ne saurais jamais foncer, probablement. Et une crème simple dessus, quelques zestes de citron, voilà. Mais c'est incroyablement bon, en fait. Et c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin de coller un décor, il n'y a pas besoin d'écrire citron au cornet dessus. Bon, ça, c'est des choses qu'on apprend au CAP, écrire, ou ce fameux glaçage. Là, c'est un truc que je mets dans le référentiel. Est-ce que c'est brillant ? Oui, mais attention, est-ce que c'est brillant d'une couche de 3 mm de glaçage ? Parce qu'en fait, ça fait 2 jours que c'est dans la vitrine et que le glaçage, à la base, c'est aussi pour conserver les produits, pour que les fruits ne flétrissent pas, etc. Est-ce que je vais me prendre un shoot de glaçage à la première bouchée, quoi ? C'est un peu dommage. Ça, c'est aussi comme ça qu'on peut choisir, parce que j'imagine que ta tarte citron avec les framboises dessus, c'était pas la meilleure que t'aies mangée de ta vie. Non.
Il y avait Non, bien un sûr que indice. non. Ah, mais c'est pas moi qui Voilà. l'ai choisi. Hein, Ah, bon. pour... Ah oui, voilà, il y a des tu gens. vois, c'était un repas d'anniversaire de famille. C'est pas moi qui ai choisi le dessert. Hein. Ah oui, bah, en plus, dans ces cas-là, quand t'es un petit peu averti dans la pâtisserie, tu passes toujours pour la chieuse de service Oui. qui, en fait, va dire « Ah oui, d'accord, ok, c'est pas de saison. Non, mais je vais pas en prendre, merci. » Donc, c'est ça, et du coup, tu te dis bon, mais non, effectivement, j'aurais pas choisi un dessert comme ça dans une boutique, tu vois. Et tout comme quand j'étais petite, du coup, je détestais les tartes aux fruits parce qu'il y avait du glaçage. Ouais, mais et du coup, j'ai découvert les tartes aux fruits en faisant moi-même, enfin, tu vois, en faisant des tartes, par exemple, les tartes aux fraises. Tu vois, comme la plupart des boulangeries, et moi, les boulangeries qui étaient dans mon village quand j'étais petite, ben, t'avais que des petites tartes aux fraises avec plein de glaçage et tout. J'aimais pas ça. Et du coup, la première fois que j'ai fait une tarte aux fraises, je me suis dit, ah, mais c'est bon en fait. Bah oui, juste un sablé, une petite crème légère. Tu vois, quelque chose d'assez simple. Et oui, parce que j'imagine qu'en plus, il devait y avoir une bonne crème pâtissière mais en qui dessous. Du coup, en plus, est assez écœurante. Enfin, moi, bien faite, alors qu'en fait, c'est de la fraîcheur, la tarte aux pommes, quand c'est bien fait, quoi. Non, mais c'est ça. Donc, bon, en tout cas... si on revient un peu sur tes parcours de dégustation, comment est-ce que tu les as construits ? Tu vois, est-ce que tu les construis justement par rapport aux pâtissiers que tu vas voir pendant ce temps-là ? Est-ce qu'ils ont un ordre spécifique ? Ouais, c'est une bonne question que je ne m'étais pas posée sur l'ordre au début de mes parcours. C'est-à-dire que je me rends compte au fur et à mesure que j'en fais que déjà, d'une, je ne dois jamais partir du quartier. Je dois toujours partir des pâtisseries que j'ai goûtées. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté mes parcours. En fait, en goûtant des choses. Donc moi, je fais une grosse veille sur la pâtisserie. J'essaye vraiment de m'informer et de faire ce travail à la place des gens, en fait. Qui est pas forcément... Quand t'es pas passionné, c'est pas forcément un travail super intéressant. Donc moi, j'essaye d'être le plus à jour possible des nouveautés, sans trop non plus tomber dans la folie des nouveaux trucs, etc. Mais voilà, donc je vois que des choses s'ouvrent, je me balade pas mal dans Paris, je goûte. Je discute avec les gens aussi, parce qu'il faut aussi qu'ils acceptent que moi, je débarque avec des gens, que je réserve d'avance et tout ça. Et quand il se passe quelque chose et qu'en gros, voilà, on revient toujours à cette histoire de planète qui s'aligne. Quand j'en ai 3 ou 2 ça peut faire le job, bah, du coup, je commence à construire mon parcours. Et à la base, j'avais souvent une réflexion géographique. Donc, typiquement, mon parcours du Marais, avant, je le faisais partir de l'hôtel de ville pour aller un peu plus profondément vers le Marais, puis ensuite vers République. Et au fur et à mesure que je l'ai fait, je me suis rendu compte que la logique de dégustation était pas bonne. Alors, c'est pas que je m'en suis rendu compte moi, c'est surtout une des boutiques qui m'a dit, mais en fait, c'est une boutique qui fait des choses sans sucre ajouté, qui s'appelle Maison Plume. Je dévoile mon adresse. Et en fait, qui m'a dit, mais en fait, nos produits, s'ils sont dégustés après d'autres choses qui sont plus sucrées, ben, ils paraissent un peu fades. Et c'est vrai. Ouais. Alors que c'est eux qui ont le vrai goût des choses. Donc finalement, j'ai revu d'une autre manière et je l'ai construit après différemment. Donc une fois que j'ai cet ordre-là, qui naît aussi de ma balade dans le quartier, j'essaye de trouver des rues, des endroits qui s'enchaînent bien, où il y a des choses à voir. Parce que comme moi, je me promène pendant 2 heures avec les gens et qu'on fait pas 15 pâtisseries ni 15 commerces, c'est pas juste ça ça nous drive, mais il faut aussi que les gens ils découvrent des choses. Moi, j'ai pas la prétention d'être historienne ou quoi. Je donne des petites infos sur le quartier, de ce que j'ai pu trouver dans des livres, sur Internet. J'essaye de leur montrer des choses un peu atypiques du quartier, des petites anecdotes, enfin la petite histoire en fait. Ouais. D'ailleurs, je me suis découvert une passion pour les émissions de Stéphane Bern récemment parce qu'on apprend plein de trucs hyper facilement et je trouve ça assez chouette finalement. J'aimais pas l'histoire à l'école, mais je commence à trouver ça sympa. Mais parce que c'est pas l'histoire de France déshumanisée, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça part et en fait, c'est un gros boulot de construction de la logique et ça s'affine aussi au fur et à mesure que je l'ai fait. Ok. Et est-ce que les desserts que tu vas déguster dans ces pâtisseries, c'est souvent les mêmes pour avoir justement, je sais pas, des genres de points de comparaison en disant, bah voilà, ce Paris-Brest par rapport à ce Paris-Brest, qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce qui est différent ou quoi ? J'ai jamais fait de thème, enfin si, le seul thème que je fais une fois par an, c'est la galette. Ok, oui. Parce que comme il y a les 5 dés de la galette. Mais ils sont pas signés. Enfin, cette année, voilà, j'en ai eu quelques-uns. Mais voilà, c'est le seul. Sinon, en fait, de faire par exemple que 3 Paris-Brest, je pense que ça pour la moyenne des gens, c'est un peu beaucoup. Oui. En termes de dégustation. C'est un peu trop. Donc, je me rends compte quand même que la moyenne des gens ne finit pas forcément. Donc, c'est préférable d'être sur des choses un peu plus petites. Mais de toute façon, on peut toujours emporter. Mais des choses qui sont plutôt des pâtisseries bouchées.
Alors on en prend plusieurs et comme ça les gens s'ils veulent pas le manger tout de suite ils peuvent l'emporter. Mais moi j'ai jamais été vraiment tentée par faire ça pour ces raisons-là et aussi parce que finalement les gens que j'ai sélectionnés ça s'y prête pas quoi. Il y a pas, même si je voulais j'y arriverais pas en fait. Je pourrais ou je peux le faire sur un thème par exemple les fruits ou le chocolat. Ça oui ça donc soit les gens disent on garde la surprise, soit ils me disent ils choisissent fruits de saison. C'est bien précisé, soit chocolat. À un moment, je leur donnais le choix plus tôt dans la réservation. C'est-à-dire que vraiment, mon parcours s'appelait chocolat à Montmartre ou fruits dans le Marais. Et c'était à peu près systématique que les gens prenaient chocolat l'été et fruits l'hiver. Ah oui. Pourquoi en fait, pourquoi vous faites ça? Donc j'ai arrêté de mettre ça. Et maintenant, je mets juste les quartiers. Donc, les gens choisissent le quartier et ensuite, ils ont une autre zone de saisie où ils peuvent choisir un parcours, un thème. Du coup, ils le font beaucoup moins. Okay. Et donc, ça permet vraiment de beaucoup plus coller à ce qui est en ce moment, quoi. Donc, hier, chez Maison Plume, j'ai fait un parcours et il y avait pistache fleur d'oranger, par exemple. Et c'était une nouveauté. Ben, voilà, au moins, j'étais pas bloquée. Et ils étaient contents de découvrir ça. J'étais pas bloquée ni par le chocolat, ni par les fruits, quoi. Donc, ça ouvre un peu plus les possibilités, quoi. Très intéressant, on pourrait discuter encore pendant des heures, mais je vois l'heure qui tourne. Très bavarde. Et je pense qu'on fera un épisode 2 sur plein d'autres sujets, tu vois, sur vraiment encore plus, je sais pas, un parcours, tu vois. Ah, tu pourrais faire un parcours avec moi dans la rue, en live, ça pourrait être rigolo. Exactement. Mais du coup, on va passer au questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, donc, si la Lorraine en 3 saveurs, ça donne quoi? La Lorraine en 3 saveurs? Oula. Donc des saveurs genre sucré, salé ou alors tu l'interprètes comme tu veux. Ça peut être un ingrédient, ça peut être un plat, ça peut être une saveur, tu vois, un goût. Une seule ou non, 3. Non, 3. Du coup, la Mirabelle, on y revient. Les fraises. Alors ça paraît, il y a pas que des fraises, enfin il y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des fraises. Je suis née dans un village qui s'appelle Voipy et il est interdit de rire au nom de là où je suis née. Et à Voipy, elle avait la fête des fraises parce qu'il y avait beaucoup de vergers. Et donc quand j'étais petite, je disais toujours que j'aimais les fraises parce que j'étais née à Voipy. Ça faisait rire tout le monde de trouver ça, enfin ils trouvaient ça super naïf parce que de penser que c'est parce que j'étais née à Voipy que j'aimais les fraises, voilà. Et le dernier, je dirais le lardon. En rapport à la quiche, bien sûr, puisque les gens pensent qu'on se nourrit uniquement de quiche en Lorraine, hein. C'est bien connu. Ben voilà, je t'apprends une grande nouvelle, Léa. Non, on mange aussi de la potée. Voilà, donc. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Alors, c'était pas une saveur nouvelle. Ah non, si, je sais. J'allais dire non, mais j'en ai eu une autre depuis. Le pendant. Qu'est-ce que c'est? Je ne le savais pas il y a peu de temps. C'est une espèce de plante, une feuille, qui est beaucoup utilisée dans la gastronomie asiatique. D'accord. Et en fait, c'est un chef tourier qui s'appelle Anthony Nguyen qui a fait des galettes des rois individuelles frangipane pendant. Et alors, apparemment, pour les gens d'origine asiatique ou les gens asiatiques, c'est une saveur vraiment d'enfance. En fait, c'est une saveur très connue. Alors, j'ai jamais testé... Enfin, si, j'ai testé le durian, mais ça, j'ai pas aimé. Et c'était pas du durian pur, donc j'avais juste l'impression que c'était de l'oignon. Parce que ça fait un peu peur. Hein. Oui, ça fait très peur. Soyons clairs. Et le pendant, du coup, ce qu'il m'expliquait, c'est que voilà, il y a des gens, c'est vraiment un rappel de l'enfance. Okay. Donc moi, j'ai pas pu avoir ce truc-là parce que j'ai jamais mangé de pendant avant ça, mais c'est très doux. Du coup, ça donnait beaucoup de rondeur à la galette. C'est vraiment très bon. Franchement, belle surprise. Et alors, le truc rigolo, c'est que donc c'est des extraits de pendant qu'ils utilisent, j'imagine des sortes d'essence, des choses comme ça. Et en fait, on n'en trouve pas apparemment de non colorés. Donc du coup, ça fait une frangipane, mais vert fluo. Enfin,
Ah, mais c'était ça, la galette que t'as partagée parce que je me suis dit, tiens, c'est et quoi? Ben, c'était ça. Et c'était rigolo parce que j'ai fait la découpe avec ma stagiaire et elle me fait « Oh, c'est Shrek dans une galette !» Bah ouais, c'est la galette Shrek, quoi. Elle est verte, J'ai vu effectivement une de tes stories avec cette galette verte et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que ça fait en plus pas du tout naturel, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est vrai. Okay. Et ben du coup, c'était au pendant. Donc ouais, c'était une nouvelle saveur et c'est intéressant. C'est une gastronomie en fait que je connais pas très bien, la gastronomie enfin de tous les pays d'Asie parce que il y en a beaucoup. Enfin, c'est comme dire gastronomie européenne, ça a aucun sens. Ouais, donc en tout cas voilà, je crois que c'est en tout cas lui, il est d'origine vietnamienne, mais je pense que aussi dans la gastronomie chinoise, il y en a beaucoup. Voilà. C'est quoi ton adresse incontournable à Paris? Ah, oh là là. Je veux pas vexer les gens. Bon, je crois que je suis obligée de dire que c'est Jolie Miche. Donc la pâtisserie, la boulangerie-pâtisserie de Mathieu Dalmé. Déjà parce que j'y passe beaucoup de temps. Parce qu'en plus, c'est la pâtisserie où on va pouvoir déguster les gâteaux du livre. Ceux qu'on pouvait pas trouver, en fait. Il y a pas mal de gens qui me disent « Mais alors, on peut les manger où, ces gâteaux ?» Ben voilà, il va, au fur et à mesure des saisons, les faire. Donc, il y a un fraisier au Mélilo. Ok. Ça, c'était aussi une nouvelle saveur que j'avais découverte il y a quelques temps. Et voilà, donc après, il y en a plein d'autres que j'aime. Je peux dire une deuxième ou pas? Vas-y. J'aime beaucoup Bontemps, rue de Bretagne. C'est un des rares endroits où j'ai encore des waouh quand je goûte des choses. Ça fait un peu blasé de dire ça. Mais à force de manger beaucoup de gâteaux... et la dernière fois, j'ai goûté leur tarte leur tarte tiramisu. Et c'était incroyable. Mais vraiment. Ok. Genre waouh. Donc voilà. Petite deuxième bonus, quoi. Et une adresse hors de Paris? Enfin non, reste de la France. Ah, rest of the world. Pour ne pas être parisiano-centré. J'aime beaucoup Marseille. Et je vais en dire une qui est peut-être un petit peu moins connue, c'est Marie Rebuffat. Je crois qu'on en avait déjà parlé en préparant un petit peu. Elle est passée sur papy. Et c'était pas sûr. Et déjà la personne, l'histoire, l'accueil dans la boutique, et ses gâteaux sont très bons. Et ils sont sans gluten. Sans gluten et sans plein d'autres choses, non? Oui, pas sans lactose, enfin... Ouais, mais je crois qu'à la base, c'est surtout sans gluten, son souci personnel, il me semble. Je sais pas, je sais qu'elle fait sans gluten, sans lactose, et je me demande s'il n'y a pas sans œufs aussi. Peut-être, ouais. En tout cas, c'est vraiment... Sans gluten, sans lactose, c'est vraiment très chouette, et c'est peut-être une adresse pas forcément la plus connue des touristes à Marseille, parce que c'est pas dans le centre de Marseille, il faut aller dans un autre quartier... et voilà, la dernière fois j'y suis allée en courant et elle m'a accueillie bras ouverts alors que j'étais vraiment dans un sale état. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour manger des gâteaux? Franchement, des kilomètres. donc ouais, Marie Rebuffat à Marseille. Et j'en ai une autre. Vas-y. À l'autre bout de la France, à Lille, Oxalis et Bergamote. Tu connais J'y suis jamais allée, mais je connais de nom, ça me dit... Et c'est vraiment chouette. C'est Ingrid et Romain. Okay. Et enfin, en fait, à Lille, il y a plein d'adresses. Il y a aussi Fleur de Chef, comme ça je l'ai dit. Non, il y a vraiment... C'est un de mes prochains objectifs pour les parcours. Ok. Ouais. Et via l'application. Mais oui. C'est ça, parce qu'en fait, tous tes parcours, on peut aussi les faire nous-mêmes. Enfin, du coup, sans moi. Sans toi. Oui, pour des gens qui se disent « Oh mon Dieu, elle va parler pendant 2 heures. » On va pas en placer une. Oui, du coup, on peut les faire sur son smartphone. C'est gratuit comme application? Alors, l'appli est gratuite. Ce qu'on paye... Alors, en plus, c'est une appli qui se télécharge pas. Donc, c'est juste un lien qu'on suit. Et après, on a une expérience d'application comme une application mobile traditionnelle. On peut la mettre sur son écran d'accueil, il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qu'on paye, c'est la réservation des pâtisseries et l'expérience. Donc, en fait, on se dit, voilà, je réserve à travers l'application, je choisis, je réponds à quelques questions, ça me soumet des propositions, je choisis mon parcours, je book le jour où je veux le faire, ça réserve pour moi les pâtisseries. Et en fait, au lieu de le faire de 14h à 16h avec moi, par exemple, on a toute la journée pour faire le parcours à son rythme. Et on a sur un écran un petit itinéraire avec des points d'intérêt. Ce que moi, je ferais peut-être en plus détaillé, mais là, et en live, là, on l'a à travers l'application. Donc, ça permet
de le faire un peu plus en liberté, de manière un petit peu plus flexible. Et puis ça me permet d'aller en faire dans d'autres villes. C'est ce que j'allais dire, oui. Toi, ça te permet d'en faire un peu partout en France. Voilà, c'est l'objectif. Et voilà, je veux absolument, typiquement, mettre Marie dans un parcours. Voilà, à Marseille, en plus, il y a plein de... Ah ouais. C'est vrai que... pâtisseries, ouais. Non, franchement, il y a vraiment de quoi faire il y a plein de villes à Nantes, il y a des belles choses à Lyon, à Nancy. Je ne désespère pas un jour de faire un parcours dans ma région quand même. À Metz. Ouais, franchement. Et puis après, au-delà de la France. Oui. Parce que l'application, du coup, aujourd'hui est en français, mais elle sera bientôt en anglais. Ok. Donc ça permettra aussi pour les touristes de faire des choses... Enfin, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir quelqu'un avec eux. Hein. Oui, t'as envie de... Puis même, où, je sais pas, tu dis, t'es en famille et tiens, pourquoi pas déguster, tu vois, avoir un petit peu des points de repère. Mais on est en famille et du coup, on le fait à notre rythme. Exactement, on peut faire une pause, tu sais, t'en fais le matin, tu fais une pause le midi, tu reprends l'après. Exactement, ouais. Donc voilà, ça a été... lancé sur KissKissBankBank en crowdfunding. Et puis voilà, c'est live depuis fin novembre. Donc ça, c'était plutôt cool. Bravo. Merci. J'ai 5 dernières questions. Plutôt vanille ou chocolat? Je vais être rapide alors. Chocolat. Éclair ou Paris-Brest? Paris-Brest. Tarte ou entremets? Tarte. J'aime pas les entremets. Ah ouais? Je fais partie de ces gens qui n'aiment pas les montages inversés. Millefeuille ou flan? Millefeuille. Et enfin, crème glacée ou sorbet? Ah, crème glacée. J'aime pas trop la glace en vrai. Ah ouais? Et dans le marasme de la glace que j'aime pas trop, j'aime quasiment que la glace au chocolat. Donc voilà, tu sais tout sur mes goûts. Pour info d'ailleurs, il y a un sorbet cacao de la fabrique Givray. Ah, j'ai jamais goûté. Qui est du coup en version sorbet. Et qui est très très bon. Parce que du coup, c'est encore plus léger. Enfin, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est t'as un fort goût du coup de cacao, mais tu vois, c'est plus léger du coup qu'une crème glacée qui des fois peut être un peu plus... D'accord, ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que la crème glacée... Ça te fera peut-être changer d'avis sur le sorbet. Sur le sorbet. J'en avais goûté, je sais pas si c'était un sorbet ou pas, chez Plaque, l'été dernier. Et à Marseille, il y a aussi un très bon glacier. Donc de temps en temps, je me laisse quand même tenter parce que quand il fait chaud, voilà. Mais c'est vraiment pas mon truc préféré, quoi. Mais ouais, le sorbet, je note la fabrique Givray. Voilà. Merci pour la reco. Merci à toi pour toutes ces recos. Je demande quand même à tous mes invités un petit défi pâtissier. Alors ça peut être un défi de dégustation, enfin ce que tu veux, que je referai et que tous les auditeurs et auditrices sont invités à refaire aussi s'ils et elles en ont envie. Qu'est-ce que ça peut être ton défi? Tu vois, ça peut être je sais pas, déguster, faire un parcours, enfin peu importe. C'est quoi? C'est par exemple reproduire une recette? Ça peut être ça, mais toi, ça peut être, je sais pas, tu vois, se dire que tu te fais un petit parcours dans ta ville, ou enfin peu importe. Enfin, je sais pas, je te laisse. Ah oui, ça peut être. Ou de déguster son dessert, tu vois, d'aller acheter son dessert préféré, de l'analyser. Oui, voilà. Ça peut être pas mal que quelqu'un, enfin voilà, que les gens. Se disent je vais essayer de voir d'une autre manière un dessert que je mange d'habitude un peu automatiquement, quoi. Donc peut-être la chose qu'on aime le plus ou qu'on mange le plus souvent, mais d'essayer de voir et puis d'essayer peut-être de voir quel est le sens qui pour eux est le plus important dans ce dessert-là. Bon, bien sûr, ils peuvent faire un parcours avec moi, hein, s'ils ont besoin d'aide pour les guider, sur tout ça. S'ils sont sur Paris ou bientôt ailleurs. C'était la minute publicitaire de Marion. Mais ouais, d'essayer de trouver le sens. Parce qu'on peut être surpris, en fait. C'est pas forcément le goût qui est toujours le plus important. C'est vrai. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode ? Mais non, juste manger des gâteaux, prenez du plaisir à manger des gâteaux parce arrêtons de diaboliser la pâtisserie parce que c'est bien aussi pour sa santé mentale en fait de se faire plaisir et voilà, et quitte à manger un gâteau, il faut le faire sans culpabiliser, donc il faut choisir un bon artisan. Pas forcément mettre un prix énorme parce qu'il y a des très bons artisans accessibles et prendre du plaisir dans le moment qu'on est en train de vivre. Donc binger un Kinder Bueno en regardant Netflix, ça n'a pas trop d'intérêt.
Manger une part de cake citron autour d'un thé avec une amie ou avec ses enfants ou avec sa grand-mère, enfin je sais pas qui. Là, c'est du vrai temps sympa qui fait du bien à tout, quoi. Donc voilà, prenez du plaisir avec de la pâtisserie. Merci pour ce très bon mot de la fin. Merci. Et merci pour ton temps. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 100 de Papille. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!